30 ans exactement. Chaque matin de Noël, quand je monte au grenier, cette vieille valise rose poudrée est là, silencieuse, dans son coin, parmi les autres cartons. Je la regarde, tends la main, puis je recule. Mon cœur se serre, ma respiration s'arrête, mais je ne peux jamais la toucher. Jusqu'à ce matin, le 24 décembre 2024, où ma petite fille Léa m'a demandé de ses beaux yeux innocents. « Mamie, pourquoi tu n'ouvres jamais cette valise ?» Je me suis arrêtée net. Je ne savais même pas quoi lui répondre. Mais quand j'ai ouvert cette valise, ce que j'y ai trouvé. Mon Dieu, tout ce que je croyais savoir depuis 30 ans, tout ce en quoi je croyais, tout ce que j'avais protégé s'est effondré. Je m'appelle Madeleine Rousseau. Mon nom de jeune fille était déjà Rousseau, je suis devenue Lambert par mariage, mais tout le monde m'appelle encore Rousseau. J'ai 68 ans aujourd'hui. Je suis née le 17 mars 1956 à Lyon, dans les beaux vieux quartiers des Canuts de la Croix-Rousse, entre les immeubles en pierre, dans les ruelles étroites. J'ai grandi sur ces collines, j'ai joué dans ces rues. Et l'histoire que je vais vous raconter va vous paraître incroyable, je le sais. Mais je vous le jure, chaque mot, chaque phrase, chaque souffle est vrai. Les gens me demandent, Madeleine, comment peut-on mentir ainsi à sa propre petite fille, à sa propre fille pendant 30 ans? Comprenez-moi, je vous en prie. Parfois, les plus gros mensonges sont dits pour apaiser la douleur. Parfois, les mensonges sont un voile de miséricorde, un bouclier protecteur, le parapluie que vous ouvrez pour protéger votre enfant d'une violente tempête. Mais le mensonge, aussi bien intentionné soit-il, finit toujours par exploser. Et quand il explose, il détruit tout. J'ai une petite faveur à vous demander, si vous le permettez. Si vous aimez cette vidéo, appuyez sur le petit pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne. Je ne sais pas comment faire, ma petite fille Léa me montre, elle m'apprend à appuyer sur les boutons. On m'a dit que grâce aux likes et aux abonnements, plus de gens peuvent entendre mon histoire. Et je veux que mon histoire soit entendue. Je veux que d'autres mères, d'autres grands-mères, d'autres femmes sachent qu'elles ne sont pas seules. Levez votre doigt, abonnez-vous à la chaîne Voix de Tante Madeleine et écrivez-moi dans les commentaires d'où vous me regardez. Après chaque vidéo, Léa me lit les commentaires, des messages arrivent de toute la France, même du monde entier. Cela m'émeut tellement que je ne peux pas l'exprimer. Maintenant, laissez-moi vous raconter depuis le début. Car si vous ne comprenez pas le début de cette histoire, vous ne comprendrez pas la fin. Ma fille Isabelle est morte le 15 juin 1994. C'était un mercredi. Il faisait très chaud, le soleil brillait, le ciel était d'un bleu éclatant. Ce n'est pas habituel au printemps, mais ce jour-là, c'était ainsi. J'étais chez moi, j'étendais le linge sur le balcon, dans notre appartement de Lyon, dans le vieux Lyon. La radio était allumée, des chansons jouaient. Puis le téléphone a sonné. Un policier. Une voix froide, officielle. « Madame Rousseau, êtes-vous la mère de Madame Isabelle Lambert ?» dit-il. Mon cœur s'est arrêté à cet instant. Quand il pose cette question, vous savez qu'aucune bonne nouvelle ne va suivre. « Oui, c'est moi, ai-je dit. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, dit-il. Isabelle se rendait à Bordeaux, sur l'autoroute A10, seule dans sa voiture. Il y a eu une collision avec un camion. Le camionneur a eu une défaillance de frein, il a perdu le contrôle, il est entré dans la voie d'Isabelle. Morte sur le coup, ont-ils dit. Elle n'a pas souffert, ont-ils dit. Mais j'étais sa mère, je savais. Mon enfant avait souffert, elle avait eu peur, dans son dernier instant elle appelait probablement sa mère. Et je n'étais pas là. Ce jour-là, c'était le 41e anniversaire d'Isabelle. 41 ans plus tôt, je l'avais mise au monde, je l'avais allaitée, je l'avais élevée. J'avais applaudi ses premiers pas, entendu ses premiers mots, vu ses pleurs pour son premier amour, célébré son mariage. Et maintenant, devais-je l'enterrer? Une mère ne devrait jamais enterrer son enfant, c'est contre nature, c'est contre l'ordre de Dieu. Mais je l'ai fait. Sous la terre froide, dans le cimetière, à l'extérieur de Lyon. Isabelle laissait derrière elle une petite fille. Camille. Un bébé de 4 ans. Elle avait de grands yeux marrons, des cheveux châtains, le portrait craché de sa mère. L'ex-mari d'Isabelle, Philippe, le père de Camille, les avait abandonnés 6 mois avant l'accident. Il était parti avec une autre femme de Lyon, s'était enfui à Nice, avait complètement coupé les ponts. Il n'était même pas venu aux convocations du tribunal familial. Il ne payait pas de pension alimentaire, il n'appelait pas, ne demandait rien. Comme si sa femme et sa fille de 4 ans n'avaient jamais existé. Il y a des gens comme ça dans le monde. Ceux qui fuient leurs responsabilités, qui fuient l'amour, qui fuient la réalité. Je n'ai pas pu dire un mot sous le choc, je n'ai pas pu pleurer non plus, mais quelque chose saignait en moi, ma blessure était profonde, ils m'avaient arraché une partie de moi-même, ils étaient partis en me laissant seule avec cette douleur.
Après les funérailles, la petite Camille est restée avec nous. Mon mari Robert et moi. Robert était un homme bien, un bon grand-père, un bon père. Il a pris Camille dans ses bras, lui a dit. Ne t'inquiète pas, nous sommes là. Et nous avons lancé la procédure légale. Documents, avocat, signature, tribunal. Le consentement de Philippe n'était même pas nécessaire car il avait officiellement abandonné, c'était considéré comme une négligence légale. Le juge nous a accordé la garde complète. Ma main tremblait quand j'ai signé. Sur le papier, Camille était maintenant notre fille. Dans nos cœurs, elle l'était déjà, maintenant c'était aussi légal. Cette petite fille de 4 ans, dont la mère était morte, dont le père l'avait abandonnée, au cœur brisé, au regard perdu, est devenue tout pour nous. Mais que lui dire? Ce soir-là, après les funérailles, Robert et moi nous sommes assis dans la cuisine, tard dans la nuit. Camille dormait à l'étage. Que va-t-on lui dire? Dit Robert. La vérité? Ai-je dit. Ta mère est morte, ton père t'a abandonné. Robert a secoué la tête. Comment peut-on dire ça? À un enfant de 4 ans? Sa mère est déjà morte, allons-nous aussi lui dire que son père ne voulait pas d'elle? Et cette nuit-là, dans cette nuit silencieuse et douloureuse, nous avons pris une décision. Nous l'avons appelé le mensonge de la miséricorde. Le mensonge protecteur. Nous avons dit à Camille que sa mère était morte dans l'accident et que son père était aussi mort dans l'accident. Les deux sont morts ensemble, avons-nous dit. Dans la même voiture, avons-nous dit. Tous les deux sont allés au paradis ensemble, avons-nous dit. Un accident, une tragédie, mais au moins il ne l'avait pas abandonné intentionnellement, avons-nous dit. Pas de douleur, une seule. Pas 2 abandons, une malchance. C'est ce que nous avons dit. Et Camille l'a cru. Qu'est-ce qu'un enfant de 4 ans ne croirait pas? Mais un mensonge reste un mensonge. Aussi bien intentionné soit-il. Camille a grandi avec nous. Dans notre maison de Lyon, dans ces belles rues pavées. Nous lui avons donné une bonne vie. Nous l'avons envoyée dans les meilleures écoles, elle a pris des cours de musique, elle a joué du violon, du piano. Je me souviens de son premier concert, elle avait 8 ans, sur scène dans sa petite robe rose, ses mains tremblaient mais c'était magnifique. Je regardais depuis le premier rang, je pleurais de bonheur. Robert était à côté de moi, il me serrait la main. Nous avons bien fait, m'a-t-il chuchoté. Mais une voix en moi disait, elle ne connaît pas la vérité. Elle a pris des cours de danse, elle a fait du ballet. Nous lui avons donné de l'amour, de l'affection, de la sécurité. Nous lui avons tout donné. Et elle nous a appelés papy et mamie. Pas grand-père et grand-mère, mais comme papa et maman. Parce que c'est ce que nous étions. Nous l'avons élevée, nous avons veillé à son chevet la nuit quand elle était malade, nous sommes allés aux réunions scolaires, nous l'avons consolée lors de ses chagrins d'amour. Mais chaque mois de juin, à l'anniversaire de la mort d'Isabelle, Robert et moi allions à la tombe. Nous emmenions aussi Camille. Au cimetière de Loyasse, sur les collines ouest de Lyon. La tombe d'Isabelle est là, une tombe en marbre blanc, avec son nom, sa photo. Et juste à côté, un espace vide. Nous disions à Camille que son père était aussi enterré là. Mais bien sûr, il n'y avait pas de tombe pour Philippe. Seulement celle d'Isabelle. Mais Camille ne le savait pas. Je me souviens d'un anniversaire, Camille devait avoir 10 ans. Elle a mis des fleurs sur la tombe, des marguerites blanches, les préférées de sa mère. Elle s'est agenouillée, a joint ses mains, a prié. « Maman, papa, vous me manquez tellement, dit-elle. Êtes-vous heureux au paradis? Êtes-vous ensemble? Me voyez-vous? Dit-elle. Et je me tenais à côté d'elle, Robert de l'autre côté, tous les deux silencieux, tous les deux portant le poids du mensonge. J'ai regardé Robert, il m'a regardé, nos yeux se sont remplis de larmes. Mais que pouvions-nous faire? Nous ne pouvions plus dire la vérité. 10 ans avaient passé, c'était trop tard. Le mensonge avait pris racine, s'était ramifié, était devenu un arbre. Nous avons décidé d'attendre qu'elle grandisse complètement, qu'elle soit sur ses propres pieds, puis nous déciderions de tout, alors nous lui dirions, au moins comme elle serait grande, elle pourrait se débrouiller toute seule. Les années ont passé. Camille a eu 18 ans, a commencé l'université. Elle a étudié la littérature, à la Sorbonne. Elle a déménagé de Lyon à Paris. Robert et moi étions fiers. Notre fille, non, notre petite fille, mais pour nous c'était notre fille, avait grandi, avait réussi. Elle a obtenu son diplôme à 23 ans, est revenue à Lyon, a trouvé un emploi dans une bibliothèque. Elle aimait les livres, c'était une fille calme, silencieuse, un peu introvertie. Grandir sans mère a dû être difficile, disaient les gens. Ils ne savaient pas qu'elle avait aussi grandi sans père. Sans son vrai père. À 25 ans, elle s'est mariée. Avec Julien.
Un beau jeune homme, ingénieur électricien, il travaillait au métro de Lyon. Le mariage était en mai, en 2018, dans un beau jardin, les fleurs étaient en fleurs, le soleil brillait. Camille dansait avec Julien dans sa robe de mariée blanche, elle riait, elle était heureuse. J'ai pleuré au mariage. Robert a dit, « Pourquoi pleures-tu, tu devrais être heureuse. » Je pleure de bonheur, ai-je dit. Mais il y avait autre chose aussi. Camille était venue me voir pendant qu'elle se préparait, m'avait serrée dans ses bras. « Mamie, j'aurais aimé que maman et papa soient là aujourd'hui, » avait-elle dit. « Ils sont là, avais-je dit, ils te regardent du ciel. » Mais je pensais intérieurement, ton vrai père te regarde peut-être vraiment, quelque part, sans même le savoir. 1 an plus tard, début 2019, Camille a annoncé qu'elle était enceinte. Elle a téléphoné, elle était excitée, heureuse. « Mamie, je vais être maman. Tu vas être arrière-grand-mère, » dit-elle. J'ai encore pleuré. De bonheur, de peur, de culpabilité, de tout. Ce serait mon premier arrière-petit-enfant. Non, mon premier arrière-arrière-petit-enfant. Mon Dieu, les relations sont si compliquées. Mais ensuite, tout a changé. Julien a perdu son emploi. Il y avait une crise économique, 2019 était une année très difficile. La compagnie de métro a réduit ses effectifs, a licencié des employés. Julien était l'un de ceux qui ont été licenciés. Les mois ont passé, il n'a pas trouvé de travail. Il n'y avait pas de travail à Lyon, pas de travail nulle part. Camille était enceinte, au 7e, 8e mois, elle ne pouvait pas travailler. L'argent s'est épuisé. Ils n'ont pas pu payer leur loyer. Le propriétaire les a expulsés en octobre. Et puis est venue cette terrible nuit de novembre 2019. On a frappé à la porte, tard dans la nuit. J'ai ouvert, c'était Camille. Enceinte de 8 mois, avec sa valise, les yeux rouges vifs, le visage gonflé de larmes, les cheveux ébouriffés, brisés. « Mamie, » dit-elle, sa voix tremblait. Julien est parti. Il m'a quittée. Il est parti en Italie avec une autre femme. Son avocat a envoyé les papiers du divorce. Et là, sur le seuil de la porte, elle s'est effondrée. Elle s'est mise à genoux, à pleurer, à sangloter. Je l'ai fait entrer, l'ai assise sur le canapé, l'ai couverte d'une couverture, et fait du thé chaud. Mais je ne pouvais pas la consoler. Parce qu'à ce moment-là, ce terrible moment, j'ai entendu la question de ma fille, de ma petite fille. « Mamie, pourquoi moi? Pourquoi les hommes m'abandonnent-ils » dit-elle. Elle m'a pris la main, m'a regardé dans les yeux. Maman et papa sont morts dans un accident, ce n'était pas ma faute. Mais Julien m'a choisi, a dit qu'il m'aimait, m'a épousée, et ensuite m'a quittée. Est-ce que je fais quelque chose de mal? Y a-t-il un défaut en moi? Et à ce moment-là, cette seconde, une voix en moi a crié, « Dis-lui la vérité. Dis-lui que son père l'a aussi abandonnée. Peut-être qu'elle comprendra, peut-être que c'est génétique, peut-être que ce n'est pas un hasard. » Mais je ne pouvais pas le dire. Comment pouvais-je le dire? À ma fille enceinte de 8 mois, expulsée de chez elle, dont le mari s'était enfui, complètement brisé, je l'ai serrée dans mes bras, fort. « Non ma chérie, non ai-je dit, tu es parfaite, tu es magnifique. Ces hommes sont faibles, lâches, ils ne connaissent pas ta valeur. Tu es forte, forte comme ta mère. » Mais intérieurement, la culpabilité du mensonge me rongeait. Parce que je savais que le vrai nom de son père était Philippe et qu'il l'avait aussi abandonné, exactement comme Julien. Le bébé est né le 12 décembre 2019. La petite Léa. Belle, en bonne santé, un bébé parfait. Elle avait de grands yeux bleus, comme ceux d'Isabelle. Elle est née à l'hôpital, Robert et moi étions là. Camille était mère célibataire, mais nous étions à ses côtés. Quand ils lui ont donné le bébé dans les bras, Camille l'a regardé, puis m'a regardé, a souri. Mais cette lumière dans ses yeux n'était pas là. Cette lumière qui brillait autrefois, vivante, joyeuse, s'était éteinte. Épisode 2, le journal d'Isabelle. Objectif, 2100 mots. Camille est restée chez nous. Jour et nuit, elle s'occupait du bébé, fatiguée, épuisée, sans sommeil. Mais elle faisait des efforts. C'était une bonne mère. Mais elle est tombée en dépression, lentement. Elle ne souriait plus, ne mangeait plus, s'occupait seulement du bébé, puis s'enfermait dans sa chambre. Nous l'avons emmenée chez le médecin, il lui a donné des médicaments. Nous l'avons emmenée chez un psychologue. Traumatisme d'abandon, a dit le psychologue. D'abord sa mère, ensuite son mari. Double abandon, une blessure très profonde. Mais le psychologue ne savait pas. Il ne savait rien de Philippe. Il ne savait pas que son vrai père l'avait aussi abandonné.
S'il l'avait su, peut-être que son traitement aurait été différent. Mais je ne lui ai rien dit. Je ne pouvais pas. Robert est mort en 2021. C'était le 12 mai, un mercredi. Nous prenions le petit déjeuner, un matin ordinaire. Café, croissants, confiture. Robert lisait son journal, je débarrassais la vaisselle. Puis soudain, j'ai entendu un bruit, du fracas. Je me suis retournée, Robert était tombé par terre. Crise cardiaque. J'ai appelé l'ambulance, j'ai crié, j'ai pleuré. Mais c'était trop tard. Il est mort avant l'arrivée de l'ambulance. Il est mort dans mes bras. Il avait 65 ans. Camille et moi, nous n'étions plus que toutes les deux maintenant. Et la petite Léa bien sûr, elle avait 1 an et demi à l'époque. 3 femmes, 3 générations, dans une seule maison. Avant de partir, dans ces derniers moments, pendant que l'ambulance arrivait, alors qu'il était allongé par terre, Robert m'a pris la main. Ses yeux étaient troubles, il avait du mal à respirer. Madeleine, dit-il, en chuchotant. Peut-être qu'un jour, tu devrais dire la vérité à Camille. Elle le mérite. Non, ai-je dit, c'est trop tard, elle souffrirait trop. Peut-être, dit-il, mais peut-être aussi, qu'elle se libérerait. Puis il a fermé les yeux. Et ne les a plus jamais rouverts. Et je suis restée seule avec ce secret. Robert était parti, plus personne ne savait. Seulement moi. Et je pensais que ce secret irait avec moi dans la tombe. Les années ont passé. Camille s'est lentement rétablie. Thérapie, médicaments, temps. Elle a trouvé un nouveau travail, à la bibliothèque, elle travaillait à temps partiel. Léa a grandi, a commencé à marcher, à parler. Elle a commencé l'école, est devenue une enfant joyeuse et intelligente. La vie est entrée dans une routine. Les matins à l'école, les après-midi au parc, les soirées avec le dîner, les contes, le sommeil. Une vie normale. Et chaque jour en me réveillant, je me regardais dans le miroir et je me disais intérieurement menteuse. Les années étaient passées, mais je n'avais toujours rien dit, d'un côté ça me pesait, parce qu'elle avait le droit de savoir. Chaque Noël, traditionnellement, nous nettoyons le grenier. Nous descendons les vieilles affaires, nous sortons les décorations de Noël. Et chaque Noël, je voyais cette valise. La valise d'Isabelle. Rose poudrée, vieille, avec sa serrure rouillée. Je l'avais rapportée de chez elle après l'accident. De son appartement à Lyon. Je ne l'avais jamais ouverte. Je ne pouvais pas. Je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Peut-être des effets personnels, peut-être des lettres, peut-être des choses qui feraient revivre la douleur. Je ne savais pas et je ne voulais pas savoir. Chaque année, je la regardais, puis je détournais le regard. Comme si la valise m'accusait, me demandait de garder ses secrets. Ce matin, le 24 décembre 2024, Léa est montée avec moi. Elle a eu 5 ans, elle est devenue une enfant curieuse et bavarde. « Mamie, prenons les décorations de Noël, » dit-elle. Nous sommes montés au grenier, entre les cartons, poussiéreux, sombres. Et Léa a vu cette valise. « C'est quoi ?» dit-elle. Elle s'est approchée, l'a touchée de ses petites mains. « C'est la valise de la mère de ta maman, ai-je dit. De ton arrière-grand-mère Isabelle. »« Qu'est-ce qu'il y a dedans ?» dit-elle. « Je ne sais pas ma chérie, je ne l'ai jamais ouverte. »« Pourquoi ?» dit-elle. « Voilà, une question simple. D'un enfant de 5 ans. Pourquoi ne l'avais-je pas ouverte ? Parce que... » ai-je dit, mais je n'ai pas trouvé de réponse. Léa a touché la serrure de la valise. La serrure était déjà cassée, rouillée, affaiblie. Elle a poussé légèrement. Un clic s'est fait entendre. La valise s'est ouverte. Lentement, engrincant. Et son contenu est apparu. Après toutes ces années où j'avais évité de l'ouvrir, j'ai pu voir ce qu'il y avait dedans grâce à ma petite fille. La première chose que j'ai vue, c'était des vêtements. Les vieux pulls d'Isabelle, des robes, des chemisiers. Les couleurs avaient fané, mais ils étaient encore familiers. Je me suis penchée, j'ai touché. Ils sentaient encore, sentaient les fleurs, le parfum d'Isabelle, un mélange de lavande et de jasmin. Mes yeux se sont remplis de larmes. Il y avait des photos, dans une petite enveloppe. Isabelle bébé, dans les bras de sa mère, dans mes bras. Isabelle petite fille, faisant du patin à roulettes. Isabelle jeune femme, à sa remise de diplôme. Léa regardait les photos. Elle était très belle, dit-elle. Oui, elle était très belle, ai-je dit, ma voix s'est brisée. Et puis tout au fond de la valise, j'ai vu quelque chose de bleu foncé, recouvert de cuir. Un journal intime. Sur la première page, en lettres dorées, Isabelle Rousseau, 1994.
L'année de sa mort. Sa dernière année. J'ai tendu la main, j'ai pris le journal d'une main tremblante. Il était lourd, rempli. Je ne pourrais peut-être pas lire ça, ai-je dit à Léa. Pourquoi? Dit Léa, avec ses yeux innocents, curieux. Parce que ça pourrait être très triste, ai-je dit. Elle a peut-être écrit ces derniers jours. Léa m'a pris la main de ses petites mains. Mais mamie, peut-être qu'elle a écrit de belles choses, dit-elle. Peut-être combien elle t'aimait. Combien elle aimait Camille. Tu ne veux pas la connaître? Dit-elle. Les enfants sont parfois si sages, vous savez? Ils voient les vérités profondes, les choses que nous ne voyons pas. J'ai ouvert le journal. Première page, 15 mars 1994. 2 lignes. Aujourd'hui, j'ai pris ma décision. Je vais le dire à Philippe. Je vais lui dire que je suis enceinte et que je vais le quitter. Parce que j'ai appris la vérité. J'ai appris qu'il avait lui aussi une autre vie, une autre femme. Et Camille et moi méritons le bonheur. Mon cœur a commencé à battre fort. Elle savait depuis le début, mais s'était tue. J'ai continué à tourner les pages. Chaque jour une entrée. Les derniers mois d'Isabelle, ses inquiétudes, ses espoirs, ses plans. C'était très détaillé. Les disputes avec Philippe. Les rendez-vous avec l'avocat. La recherche d'un nouveau travail. La recherche d'un nouveau logement. Et puis j'ai trouvé une page datée du 1er juin 1994. 2 semaines avant l'accident. J'ai lu. Aujourd'hui, Philippe est venu à la maison. Il a demandé de l'argent. Je ne veux pas de Camille, prends-la toi, mais donne-moi de l'argent, a-t-il dit. Je lui ai tout dit. Je n'en peux plus, ai-je dit. Je vais tout raconter à maman et Robert, ai-je dit. Je vais le poursuivre en justice, ai-je dit. S'il m'arrive quelque chose, si je ne suis plus là, ce journal dira la vérité, ai-je dit. Parce que Philippe n'est pas seulement parti, il menace. Si tu me poursuis en justice, je prendrai Camille, je causerai des problèmes à toi et à ta famille, dit-il. Mais je n'ai plus peur. Page suivante, 10 juin, demain, je vais à Bordeaux. Je vais consulter un avocat là-bas. Les avocats de Lyon connaissent Philippe, ce sont tous des hommes, ils ne me croient pas. Il y a une avocate à Bordeaux, je vais aller la voir. Je ne vais pas encore le dire à maman et Robert pour qu'ils ne s'inquiètent pas. Mais je vais cacher ce journal dans la valise. Si quelque chose arrive, quelqu'un le trouvera, le lira, comprendra la vérité. Et la dernière page, 14 juin, un jour avant l'accident. Demain, je pars. J'ai rendez-vous avec l'avocat à 14 heures. Je mets ce journal dans la valise. Maman, si un jour tu lis ceci, s'il te plaît comprends. Philippe n'a en fait jamais légalement abandonné Camille. Il est juste parti de la maison. Mais sur les papiers officiels, il est toujours son père. La garde est toujours partagée. Et s'il le veut, il peut prendre Camille. Le seul moyen d'empêcher ça, c'est le tribunal, la garde complète. S'il te plaît, bats-toi pour ça. S'il te plaît, garde Camille loin de Philippe. Ce n'est pas un homme bon. Il est dangereux. S'il te plaît, protège ma fille. Mes mains tremblaient tellement que le journal est tombé de mes mains. Par terre, sur les planches. Léa a demandé, « Mamie, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien ?» Mais je ne pouvais pas répondre. 30 ans. Pendant 30 ans, le mensonge que nous avions dit à Camille, le mensonge de la miséricorde, le mensonge protecteur, cachait en réalité un danger encore plus grand. Philippe n'était pas mort. Philippe n'était jamais mort. Philippe était quelque part, vivant, respirant. Et légalement, sur le papier, il était toujours le père de Camille. Il n'avait jamais perdu la garde parce qu'il n'y avait pas eu de tribunal. Isabelle était morte avant d'aller voir l'avocat. Et quand nous avons adopté, le juge avait seulement dit « père négligent », mais il n'avait pas complètement retiré la garde, il avait seulement suspendu. Et si Philippe apparaissait un jour? S'il apprenait, s'il voulait? Il pourrait être le grand-père de Léa, légalement. Mon Dieu, qu'avais-je fait? Que avions-nous fait? Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée allongée dans mon lit, regardant le plafond, à 3 heures, 4 heures, 5 heures. Le journal ne quittait pas mes pensées. L'écriture d'Isabelle, ses lettres fines et régulières. Maman, si tu lis ceci, s'il te plaît protège Camille. J'ai lu ces lignes 30 ans trop tard. J'ai entendu la dernière volonté de ma fille 30 ans trop tard. Et maintenant, qu'allais-je faire? Quand le matin est arrivé, je suis descendue. Camille était dans la cuisine, préparant du café. Léa était à table, mangeant ses céréales, ses jambes se balançant sur la chaise. Un matin normal. Un petit déjeuner familial ordinaire. Mais je tenais une bombe dans mes mains,
un secret attendant d'exploser. Bonjour mamie, dit Camille, elle a souri. Ce sourire fatigué mais sincère. Bonjour ma chérie, ai-je dit, ma voix était normale mais j'étais en morceaux à l'intérieur. J'ai bu du café, mangé un croissant, parlé avec Léa. Mais mon esprit était ailleurs. Philippe. Philippe Durand. Le vrai père de Camille. L'homme que nous avions dit mort depuis 30 ans. Où était-il maintenant? Vivait-il? Quel âge avait-il? Il devait avoir 65, 66 ans. Était-il marié? Avait-il des enfants? Avait-il pensé à Camille une seule fois pendant ces 30 ans? Camille est partie au travail, a déposé Léa à la crèche. Je suis restée seule à la maison. Je me suis assise devant l'ordinateur. Robert me l'avait acheté il y a quelques années. Tu dois apprendre Internet, avait-il dit. J'avais appris, lentement. Google, Facebook, e-mail. Les choses de base. Maintenant, j'ai tapé au clavier Philippe Durand Lyon. J'ai appuyé sur Entrée. Des centaines de résultats sont apparus. Philippe Durand avocat, Philippe Durand médecin, Philippe Durand professeur. Lequel? Dans le journal d'Isabelle, il y avait une petite photo, épinglée dans le coin. Philippe jeune, 25-30 ans, cheveux noirs, on pouvait dire qu'il était beau. Mais c'était il y a 30 ans. À quoi ressemblait-il maintenant? J'ai cherché pendant des heures. J'ai regardé des comptes Facebook, des profils LinkedIn. Puis je l'ai trouvé. Philippe Durand, 66 ans, ingénieur électricien retraité, vivant à Nice. Il y avait une photo de profil. Cheveux blanchis, lunettes, visage ridé. Mais c'était lui. J'ai reconnu ses yeux. Les yeux de Camille. La même forme, la même couleur. Mon cœur a commencé à battre fort. Le voilà. Il était vivant. À Nice, au bord de la mer, probablement dans une belle maison, probablement menant une vie confortable. J'ai regardé son profil. Marié, le nom de sa femme était Monique. Il y avait des photos de vacances, en Corse, en Espagne. Il souriait sur les photos. Il avait l'air heureux. Avait-il déjà pensé à Camille? S'était-il jamais demandé, je me demande ce que fait ma fille, où elle est? J'ai ressenti de la colère. Une colère profonde et brûlante. Cet homme avait abandonné ma fille, l'avait laissée alors qu'elle était enceinte, avec un petit enfant. Il avait détruit Isabelle, l'avait menacée. Et maintenant, il était là, vivant confortablement, comme si rien ne s'était passé. Injustice. C'était exactement ça, l'injustice. Mais ensuite, j'ai pensé à autre chose. Philippe était légalement toujours le père de Camille. S'il apprenait, s'il voulait. Léa. Il pourrait être le grand-père légal de ma arrière-petite-fille Léa. Pourrait-il demander la garde? Pourrait-il aller au tribunal? Je ne savais pas. Mais il y avait un risque. Il y avait un danger. Que devais-je faire? Devais-je le dire à Camille? Devais-je dire, nous t'avons menti pendant 30 ans, ton père est en fait vivant? Comment réagirait-elle? Perdrait-elle confiance en moi? Se mettrait-elle en colère? Ou serait-elle soulagée? Au moins ma mère m'aimait, elle ne m'a pas abandonnée intentionnellement. Je ne savais pas. J'avais peur. Les jours ont passé. Camille à la maison, j'essayais de faire comme si tout était normal. Mais la nuit dans mon lit, j'ouvrais le profil de Philippe sur mon téléphone, je regardais pendant des heures. Qui était cet homme? Quel genre de personne? Était-il dangereux? Bon ou mauvais? Un jour, j'ai trouvé le courage. J'ai créé un faux profil, Marie Blanc, j'ai mis une photo au hasard. J'ai envoyé une demande d'amis à Philippe. Le lendemain, il a accepté. Voilà. J'étais à l'intérieur. Maintenant je pouvais voir ses publications, ses photos, ses commentaires. Et j'ai remarqué quelque chose. Philippe parlait de ses enfants. Monique avait 2 beaux enfants d'un mariage précédent, maintenant dans la trentaine. Il les appelait « mes enfants ». Ils partageaient leurs photos. Mon fils a obtenu son diplôme universitaire. Ma fille s'est mariée, je suis si heureux, disait-il. Mais il ne parlait jamais de Camille. Jamais. Comme si Camille n'avait jamais existé. Comme si sa fille n'était jamais née. C'était ça son père? C'était ça l'homme qui avait assombri la vie d'Isabelle il y a des années? Il valait mieux qu'il n'existe pas dans sa vie. D'un côté, c'était bien que cet homme fasse comme si sa fille n'existait pas. Un dimanche après-midi, en mars 2024, Philippe a partagé une photo. Sur la promenade de Nice, au bord de la mer, avec sa femme, aujourd'hui une journée magnifique, promenade en bord de mer, dîner ce soir, la vie est belle, avait-il écrit. Les commentaires étaient pleins, quel beau couple, profitez-en.
Et moi, j'étais assise devant l'écran, tremblant, pleurant. Cet homme n'avait-il jamais eu de remords? N'avait-il jamais eu de remords de conscience? En septembre, quelque chose s'est passé. Philippe a fait une publication. Demain je viens à Lyon, je vais retrouver de vieux amis, la ville me manque. Lyon. Ma ville. La ville de Camille. Il venait. J'ai paniqué. Et s'il voyait Camille? Et s'ils se croisaient par hasard? Lyon est une grande ville, mais la probabilité existait. Que devais-je faire? Dire à Camille, ne sors surtout pas de la maison? Pourquoi dirais-je ça? Ce soir-là, j'ai demandé à Camille, ma chérie, demain tu es très occupée au travail. Non, pourquoi? Dit-elle. Peut-être tu pourrais rester à la maison, te reposer, je vais chercher Léa à la crèche, ai-je dit. Camille aimait regard bizarrement. Mamie, il y a quelque chose? Tu as l'air inquiète. Non, non, c'est juste que tu avais l'air fatiguée, ai-je dit, essayant de sourire. Mais le lendemain, je n'ai pas pu résister. Je voulais voir où était Philippe. J'ai envoyé un message depuis le faux profil. Bonjour, vous êtes à Lyon apparemment, je suis aussi à Lyon, vous voulez prendre un café? Il a répondu, bonjour Marie, quelle coïncidence. Mais aujourd'hui je suis très occupée, peut-être une autre fois. Puis il a ajouté, je vais déjeuner place Bellecour, si vous êtes dans le coin on se verra. Bellecour. Le cœur de Lyon. J'y suis allée. Je ne sais pas pourquoi j'y suis allée. Peut-être voulais-je le voir, regarder son visage, comprendre si c'était réel ou pas. Peut-être voulais-je protéger Camille, si elle était dans le coin, je pourrais intervenir. Je ne sais pas. Je suis juste allée. Peut-être faisais-je une erreur en l'approchant, après tout pendant 30 ans combien de fois était-il venu à Lyon, mais cette fois je savais et j'étais très anxieuse. J'étais sur la place, il était 12h30. C'était bondé, des touristes, des habitants, les restaurants étaient pleins. Je me suis assise sur un banc, j'ai mis mes lunettes, j'ai regardé autour de moi. Et puis je l'ai vu. Philippe. 30 ans plus tard, Philippe Durand, vivant, réel, à quelques mètres de moi. Il avait vieilli bien sûr, ses cheveux avaient blanchi, son visage était ridé. Mais sa posture était la même, sa démarche était la même. Il y avait un autre homme avec lui, un vieil ami probablement, il parlait, il riait. Ils se sont assis dans un restaurant, on regardait le menu, on commandait. Je les ai observés de loin. Mes mains tremblaient, mon cœur battait. Le voilà. Le fantôme. L'homme que nous pensions mort depuis 30 ans. Il vivait, respirait, mangeait, riait. Et il ne savait rien de Camille. Ou peut-être qu'il savait mais s'en fichait. Je les ai observés pendant 1 heure. Ils ont mangé, discuté, payé l'addition, se sont levés. Le téléphone de Philippe a sonné, il a répondu « Oui mon amour, j'arrive tout de suite, j'ai fini les courses, je prends le train ce soir » disait-il. Il parlait à Monique. À sa femme. Avec amour, avec tendresse. Mais il n'avait jamais appelé sa propre fille en 30 ans, pas une seule fois. Ils sont partis. Et je suis restée là, sur le banc, vide, fatiguée. Je l'avais vraiment vu. Il était vraiment là. Ce n'était plus un fantasme, un nom. C'était une personne. Et je devais décider. Que allais-je faire? Ce soir-là, en rentrant à la maison, Camille m'a accueillie à la porte. Mamie, où étais-tu? Je t'ai appelé, le téléphone ne répondait pas. Pardon ma chérie, j'ai rencontré une vieille amie, je n'ai pas vu le téléphone, ai-je dit. Un mensonge. Encore un mensonge. Combien de mensonges disais-je? Mais je ne pouvais pas dire la vérité. Pas encore. Les nuits, je ne pouvais pas dormir. J'entendais la voix de Robert, dis-lui, elle le mérite, disait-il. J'entendais la voix d'Isabelle, depuis son journal, s'il te plaît protège-la, disait-elle. 2 voix, 2 directions, 2 décisions. Laquelle était la bonne? Une nuit, c'était en novembre, Camille s'est assise à côté de moi dans le salon. Léa dormait, il y avait du silence dans la maison. Mamie, je veux te parler, dit-elle. Mon cœur s'est arrêté. Savait-elle? Avait-elle compris? Bien sûr ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Ai-je dit. Je vois un thérapeute, tu le sais, dit-elle. Le psychologue a dit quelque chose. Tu dois affronter ton passé, a-t-il dit. Perdre ta mère, puis perdre Julien, ce sont des traumatismes. Mais peut-être qu'il y a quelque chose de plus profond. Peut-être que ta peur de l'abandon est plus ancienne, a-t-il dit. Je me suis tue. Le psychologue a demandé, tu te souviens de ton père? A-t-il dit. J'ai répondu, non, j'avais 4 ans, il est mort dans l'accident. Mais mamie, le psychologue a dit quelque chose.
parfois les familles ont des secrets. Peut-être que si tu demandais, si tu apprenais, si tu comprenais, ta guérison serait plus facile, a-t-il dit. J'ai dégluti. Qu'est-ce que tu veux apprendre, ma chérie? Ai-je dit. Camille m'a regardé, elle avait de l'eau dans les yeux. Comment était mon père? Tu l'as connu? Était-il heureux avec maman? M'aimait-il? Dit-elle. Et à ce moment-là, cette seconde, j'ai décidé. J'allais le dire. Mais juste au moment où j'allais parler, le téléphone a sonné. Le téléphone de Camille. C'était le travail qui l'appelait, il y avait une urgence. Camille s'est excusée, a regardé le téléphone, a parlé. Mamie, je suis désolée, on parle demain, d'accord? Dit-elle. Bien sûr, ma chérie, ai-je dit. Mais demain n'est pas venu. Parce que le lendemain, tôt le matin, on a frappé à la porte. J'ai ouvert. Un homme se tenait là. En costume, visage sérieux. Madame Rousseau? Dit-il. Oui, ai-je dit. Avocat Marc Villon, du barreau de Bordeaux. Je dois vous remettre une lettre. Il m'a donné l'enveloppe, m'a fait signer, est parti. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une lettre officielle. Le titre, Demande de garde, de Philippe Durand concernant Camille Lambert. J'ai commencé à lire. Les mains tremblaient. Philippe Durand, en tant que père biologique de Camille Lambert, réclamait ses droits de grand-père sur la petite fille Léa Lambert. Je n'ai appris l'existence de ma fille que récemment, écrivait-il. Pendant 30 ans je ne savais pas, maintenant je veux établir une relation avec ma petite fille, c'est mon droit légal. Date du tribunal, 15 décembre 2024. Je me suis effondrée par terre. La lettre est tombée de mes mains. C'était arrivé. Ce que je craignais le plus était arrivé. Philippe avait appris. Mais comment? Qui lui avait dit? Et maintenant qu'allait-il se passer? En haut, j'ai entendu un bruit. Camille descendait les escaliers. Mamie, le petit déjeuner est prêt? Demandait-elle. Et j'étais par terre, cette lettre dans les mains, en morceaux. Maintenant je devais raconter. Maintenant je ne pouvais plus cacher. La vérité, finalement, après 30 ans, allait éclater. Camille m'a vue, a couru. Mamie. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Dit-elle, s'agenouillant. Elle a vu la lettre, l'a prise, l'a lue. Son visage a changé, sa couleur a pâli. Qu'est-ce que ça veut dire? Dit-elle, sa voix tremblait. Qui est Philippe Durand? Pourquoi réclame-t-il la garde me concernant? Ça doit être une erreur. J'ai ouvert la bouche. Je devais parler. Mais aucun son ne sortait. Camille m'a regardé, a attendu. Et finalement, d'une voix tremblante, Camille ai-je dit, assieds-toi ma chérie, je dois te raconter quelque chose. Quelque chose qui a commencé il y a très longtemps. Camille était assise en face de moi, s'était effondrée sur le canapé, ses mains sur ses genoux, ses yeux fixés sur moi. La lettre était toujours par terre, entre nous, comme un serpent venimeux. Raconte, dit-elle. Seulement 2 mots. Mais cette froideur dans sa voix, cette distance, m'a glacé de l'intérieur. J'ai pris une profonde respiration. Par où commencer? Comment résumer 30 ans en quelques phrases? Ton père, ai-je dit, ma voix s'est brisée. Ton père Philippe, il n'est pas mort dans l'accident. Je me suis arrêtée. Camille n'a pas bougé. Ce jour-là, le 15 juin 1994, seule ta mère est morte. Ton père était à Lyon, il n'est pas allé à Bordeaux ce jour-là. Silence. Un long et lourd silence. Camille me regardait seulement. Puis lentement, tu m'en dit-elle. Non ma chérie, ai-je dit, mes larmes ont commencé à couler. Ce n'est pas un mensonge. Ton père t'avait abandonné, quand ta mère était enceinte. Il était parti avec une autre femme à Nice. Et après les funérailles, Robert et moi, nous ne te l'avons pas dit. Nous n'avons pas pu. Camille s'est levée d'un bond. Vous n'avez pas pu? Dit-elle, sa voix s'est élevée. 30 ans. 30 ans vous m'avez menti? À chaque visite au cimetière, à chaque fête des pères, à chaque fois vous avez dit ta mère et ton père sont au paradis? Elle criait maintenant. Léa s'est réveillée en haut, a commencé à pleurer. Mais Camille ne l'a même pas entendue, ou ne s'en est pas souciée. Comment pouvez-vous faire ça? Dit-elle, ses mains tremblaient. Comment pouvez-vous me regarder en face chaque jour et mentir? Vous, ma seule famille, les seules personnes en qui j'avais confiance, vous m'avez menti pendant 30 ans. Pour te protéger, ai-je dit, me levant, marchant vers elle. Camille, tu avais 4 ans, ta mère venait de mourir, comment pouvions-nous te dire que ton père ne voulait pas de toi non plus? Ne voulait pas de moi? Dit Camille, ses yeux se sont agrandis. Et maintenant, qu'est-ce qu'il veut?
Pourquoi apparaît-il maintenant? Elle a pris la lettre par terre, l'a agitée. Il dit qu'il veut être le grand-père de Léa. 30 ans il m'a oublié, maintenant il veut ma petite fille. Je ne sais pas, ai-je dit. Je ne sais vraiment pas comment il a appris. Comment il a trouvé. Camille a frappé sur la table, de son poing. Vous lui avez dit, n'est-ce pas? Ou est-ce toi qui lui as dit? Tu l'as trouvé? Non, ai-je dit. Jamais. Je l'ai trouvé, oui, sur Internet, mais je ne lui ai jamais parlé, jamais. Donc tu l'as trouvé, dit Camille, avec un sourire amer. Tu savais. Où il était, ce qu'il faisait, tu savais. Depuis combien de temps? Depuis combien d'années mentais-tu encore? Seulement quelques mois, ai-je dit. L'année dernière, à Noël, j'ai trouvé le journal de ta mère dans la valise. Elle y avait écrit que Philippe ne t'avait pas légalement abandonné, qu'il était toujours ton père. J'ai eu peur. Je voulais te protéger. Me protéger? Dit Camille, elle a ri mais avec douleur. Tu aimas de truite. Toute ma vie était un mensonge. Je ne connais pas ma mère, je n'ai jamais connu mon père, maintenant j'apprends que le père que je croyais mort était en fait vivant. 30 ans il a vécu et ne m'a pas pensé. Elle parlait vite, sa poitrine montait et descendait. Camille, assieds-toi, calme-toi, ai-je dit, tendant ma main. Elle a repoussé ma main. Ne me touche pas, dit-elle. Maintenant, dis-moi la vérité. Toute la vérité. Pas de mensonge. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi m'a-t-il abandonné? Pourquoi est-il parti? J'ai tout raconté. Le mariage d'Isabelle et Philippe, la naissance de Camille, comment Philippe avait rencontré Monique, l'avait trompée, était parti. Comment Isabelle allait à Bordeaux voir un avocat, comment elle était morte avant d'y arriver. Comment nous avions décidé, moi et Robert, de dire que Philippe était aussi mort, pour épargner à Camille la douleur d'un double abandon. Camille écoutait, silencieuse, les larmes coulant sur ses joues. Quand j'ai fini, elle est restée assise longtemps, regardant dans le vide. Puis elle a dit, je ne sais pas qui je suis. Toute ma vie était basée sur un mensonge. Je suis désolée, ai-je dit. 1000 fois désolée. Nous avons fait ce que nous pensions être juste. Mais c'était faux. Je le sais maintenant. Camille s'est levée, s'est dirigée vers la fenêtre, a regardé dehors. Long silence. Puis elle s'est retournée. Je ne peux pas te regarder maintenant, dit-elle. Chaque fois que je te regarde, je ne vois que des mensonges. Chaque mot, chaque regard, tout était mensonge. Elle s'est retournée, a couru en haut, s'est enfermée dans sa chambre. A claqué la porte. Léa pleurait toujours. Maman. Maman, appelait-elle. Je suis restée là, dans le salon, seule, en morceaux. Les heures ont passé. Camille n'est pas descendue. J'ai pris Léa, l'ai calmée dans mes bras. Grand-mère, pourquoi maman pleure? Dit-elle. Elle est juste un peu triste ma chérie, ça va passer, ai-je dit. Mais je ne savais pas. Est-ce que ça passerait? Le soir est arrivé. Je suis allée à la porte de la chambre de Camille, j'ai frappé. Ma chérie, s'il te plaît, parlons. Mange quelque chose. Pas de réponse. Camille, s'il te plaît. Silence. Toute la nuit elle n'a pas dormi, moi non plus. Vers le matin, j'ai un peu dormi de fatigue, puis je me suis réveillée. Je suis descendue. Camille était dans la cuisine, buvant du café, les yeux gonflés, rouges. Bonjour, ai-je dit. Elle ne m'a pas regardée. Je vais prendre un avocat, dit-elle, d'une voix froide. Aujourd'hui. D'accord, ai-je dit. Tu as raison. Trouvons un bon avocat, battons-nous contre Philippe. Camille a levé la tête, m'a regardée. Non, dit-elle. Pas contre Philippe. Contre vous. Mon cœur s'est arrêté. Contre nous. Oui, dit Camille. Vous m'avez adopté, mais en mentant. Légalement, ça pourrait poser problème. Je ne sais pas. Mais je vais le découvrir. Et je vais parler avec Philippe. Non. Ai-je dit, ma voix s'est élevée. Camille, cet homme est dangereux. Ta mère l'avait écrit, il menaçait. C'était il y a 30 ans, dit Camille. Les gens changent. Peut-être qu'à l'époque il était jeune, stupide. Peut-être qu'il regrette maintenant. Peut-être qu'il veut expliquer. Et s'il prend Léa? Ai-je dit. Il ne peut pas prendre Léa, dit Camille. Je suis sa mère, j'ai la garde. Il est juste grand-père, les droits de grand-père sont différents, la garde est différente. L'avocat l'a expliqué au téléphone. Au téléphone? Ai-je dit, choquée. Tu as déjà appelé l'avocat? Oui, dit-elle. À 7 heures ce matin.
J'ai pris un rendez-vous urgent. J'y vais cet après-midi. Je me suis tue. Que pouvais-je dire? Elle avait décidé. Viens avec moi, ai-je dit. S'il te plaît, ne pars pas seule. Camille a secoué la tête. Non. Ne viens pas. Je ne veux pas voir ton visage maintenant. Ce jour-là a été mon plus long jour. Camille est partie, a déposé Léa à la crèche, est allée voir l'avocat. Je suis restée à la maison, j'ai attendu. J'avais menti pour la protéger, sa mère m'avait aussi dit de ne rien dire, maintenant ma petite fille que j'avais élevée de mes propres mains avait pris un avocat contre moi, notre famille se brisait, chers spectateurs, ça pourrait aussi vous arriver. J'ai pris mon téléphone 100 fois, j'ai voulu envoyer un message, puis j'ai abandonné. L'après-midi à 4 heures, elle est rentrée. Son visage était fatigué, mais plus calme. Qu'a dit l'avocat? Ai-je demandé. La demande de Philippe est faible, dit-elle. Il ne s'est pas occupé de moi pendant 30 ans, maintenant il veut des droits de grand-père. Le juge va probablement refuser. Mais on ira quand même au tribunal, l'audience est le 15 décembre. Bien, ai-je dit. Je viendrai avec toi. Non, dit Camille. Tu ne viendras pas. Je vais gérer ça moi-même. Mais je suis la mère de ta mère légale, j'ai le droit de participer au tribunal, ai-je dit. Camille aimait regarder Longmont. Je sais, dit-elle. Mais je ne veux pas. En ce moment, je ne veux pas te voir. Ces mots se sont plantés comme un couteau. Camille, s'il te plaît, ai-je dit. Je suis désolée, 1000 fois désolée. Que aurions-nous dû faire? À l'époque, qu'aurions-nous dû faire? Dire la vérité, dit-elle. J'avais 4 ans, mais je n'aurais pas compris. Vous auriez pu le dire en grandissant aussi. À 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. Pendant 30 ans, il y avait une chance. Mais vous ne l'avez pas dit. Mensonge sur mensonge. Et maintenant ces mensonges vont au tribunal. Peut-être à la télévision. La honte. La télévision. Je n'y avais pas pensé. Est-ce que ça passera dans la presse? Ai-je dit. Je ne sais pas, dit Camille. Je m'en fiche. Ce qui m'importe, c'est d'apprendre la vérité. Qui est Philippe? Pourquoi m'a-t-il abandonné? Pourquoi revient-il maintenant? Je vais l'apprendre. Une semaine a passé. Camille ne me parlait pas, seulement quand c'était nécessaire. Tu peux aller chercher Léa? Le dîner est dans le placard, c'est tout. Froide, distante. Léa l'a remarqué. Grand-mère, maman est fâchée contre toi? Dit-elle. Un peu ma chérie, mais ça va passer, ai-je dit. Pourquoi elle est fâchée? Dit-elle. C'est une affaire de grands-parents ma chérie, c'est difficile à comprendre, ai-je dit. Le 10 décembre, 5 jours avant le tribunal, on a frappé à la porte. J'ai ouvert. Un homme se tenait là. Âgé, 65-70 ans, cheveux blancs, lunettes. Je l'ai reconnu. Des photos. Philippe. Mon souffle s'est coupé. Que veux-tu? Ai-je dit, essayant de fermer la porte. Il a tendu la main, a retenu la porte. S'il vous plaît, Madame Rousseau, je veux juste parler. 5 minutes. Non, ai-je dit. Pars d'ici sinon j'appelle la police. S'il vous plaît, dit-il, sa voix était fatiguée. Je veux juste expliquer. Je veux parler à Camille. Camille ne veut pas te parler, ai-je dit. Tu l'as oublié pendant 30 ans, maintenant tu veux être grand-père. Pars d'ici. Je ne savais pas, dit Philippe, sa voix s'est brisée. Je le jure, je ne savais pas. Je savais qu'Isabelle était morte, mais je ne savais pas que Camille vivait avec vous, qu'elle grandissait. J'ai pensé qu'elle avait peut-être été adoptée, qu'elle était peut-être heureuse dans une autre famille. Mais je n'ai pas appelé, je n'ai pas demandé. Parce que j'étais lâche. Oui, tu étais lâche, ai-je dit. Tu es toujours lâche. Pars d'ici. Mais à ce moment-là, Camille est arrivée de l'intérieur. Elle avait entendu les voix. Qui est-ce, mamie? Dit-elle. Puis elle a vu. Elle a vu Philippe. Elle s'est arrêtée. Tous les deux face à face, pour la première fois, 30 ans plus tard. Les yeux de Philippe se sont remplis de larmes. Camille, dit-il, chuchota. Mon Dieu, Camille. Tu as tellement grandi. Tu es si belle. Comme ta mère. Camille était figée. Elle regardait seulement. On peut parler? Dit Philippe. Juste toi et moi. S'il te plaît. Camille m'a regardé, puis a regardé Philippe. Long silence. Puis, d'accord, dit-elle. Entre. Philippe est entré. J'ai voulu me retirer, mais Camille a dit non, reste. Je veux que tu entendes. Je veux que tu entendes tout.
Nous nous sommes assis dans le salon. Philippe, Camille, moi. Un trio étrange. Philippe a commencé à parler. Il a raconté. Comment il avait rencontré Isabelle, comment il s'était marié, comment Camille était née. Nous étions heureux au début, dit-il. Mais j'étais jeune, irresponsable. Le stress du travail, les problèmes d'argent, les disputes. Puis j'ai rencontré une autre femme, au travail. Monique. J'ai mal agi, je sais. C'était une trahison. J'ai quitté Isabelle. J'ai quitté Camille. J'ai entendu dire qu'elle allait vivre avec vous. J'ai pensé que peut-être c'était mieux, peut-être que grand-mère et grand-père pouvaient mieux s'occuper d'elle. Et après, dit Camille, sa voix était sans émotion. Après, j'ai déménagé à Nice. Nouvelle vie. J'ai épousé Monique. Elle avait des beaux enfants. Je me suis occupée d'eux. Et j'ai oublié Camille. Oui, je l'ai oubliée. J'étais lâche. Parfois je pensais, je me demande comment elle va. Mais je n'ai pas appelé, je n'ai pas demandé. Parce que j'avais peur. Peur de la colère, peur du rejet. Alors pourquoi maintenant? Dit Camille. 30 ans plus tard, pourquoi tu t'es souvenu? Philippe a pris une profonde respiration. L'année dernière, j'ai eu une crise cardiaque. J'étais à l'hôpital. J'ai fait face à la mort. Et j'ai pensé à ce que j'avais fait de ma vie, à ce que j'avais laissé inachevé. J'ai pensé à Camille. À ma fille. J'ai fait des recherches sur Internet. Je t'ai trouvé. Ta photo de profil sur Facebook, avec Léa. Ma petite fille. Mes yeux se sont remplis de larmes. Que avais-je perdu? Une fille, une petite fille. Une famille. J'ai tout perdu. Alors qu'est-ce que tu veux? Dit Camille. Tu nous as poursuivis en justice. Tu veux voir Léa. Pourquoi? Parce que j'ai fait une erreur, dit Philippe, il pleurait maintenant. Parce que je regrette. Parce que je veux réparer. Je sais que c'est tard. Très tard. Mais peut-être une chance. Camille s'est levée. Elle s'est dirigée vers la fenêtre, a regardé dehors. Long silence. Puis elle s'est retournée. Je ne sais pas, dit-elle. Je ne sais pas ce que je ressens. Suis-je en colère? Oui. Est-ce que je souffre? Oui. Mais en même temps, je suis curieuse aussi. Qui est cet homme? Mon père. La moitié de ma génétique, la moitié de mon histoire. Elle m'a regardée. Et toi, mamie? Toi aussi tu as menti. 30 ans. Mais je comprends pourquoi tu l'as fait. Pour me protéger. Une mauvaise décision, mais avec une bonne intention. Mes larmes ont coulé. Je suis désolée, ma chérie, ai-je dit. Chaque jour je le regrette. Je sais, dit Camille. Mais me pardonner prendra du temps. Elle s'est tournée vers Philippe. Retire ta demande au tribunal, dit-elle. Si tu veux voir Léa, pas par une bataille légale, on règle ça en parlant. Peut-être que tu la rencontreras, peut-être que tu la verras. Mais doucement, prudemment. Parce que c'est ma fille et je vais la protéger. Philippe a hoché la tête. D'accord, dit-il. Je vais retirer ma demande. Je te le promets. Il s'est levé, et parti. Camille et moi sommes restés seuls. Devrais-je lui montrer Léa? Dit Camille. C'est ta décision, ai-je dit. Mais si tu le fais, je serai à tes côtés. S'il te plaît. Camille a réfléchi. Puis, d'accord, dit-elle. Sois à mes côtés. Mais plus de mensonges maintenant. Ne cache rien. Promets-le. Je le promets, ai-je dit. Philippe a retiré sa demande au tribunal le lendemain. Son avocat a envoyé un document, la demande a été retirée, un accord familial a été trouvé, était-il écrit. Camille a lu la lettre, a hoché la tête. Bien, dit-elle. Maintenant nous devons décider comment avancer. Ce soir-là, après que Léa se soit endormie, nous nous sommes assises dans la cuisine. Camille, moi, une tasse de tisane entre nous. Que dirons-nous à Léa? Dit Camille. La vérité. C'est ta décision, ai-je dit. Mais je pense que oui, la vérité. Mais de manière appropriée à son âge. Comment expliquer ça à un enfant de 5 ans? Je ne sais pas, mais assez de mensonges. Je suis d'accord, dit Camille. Nous nous sommes tus un moment. Puis Camille a parlé. Mamie, je suis encore en colère contre toi. Très en colère. Chaque matin en me réveillant, je pense aux mensonges de 30 ans. Mais en même temps, je comprends aussi. Toi et Papy Robert, vous m'avez aimé, vous avez essayé de me protéger. C'était une mauvaise décision, oui, mais pas avec une mauvaise intention. Mes larmes ont coulé.
Ma chérie, ai-je dit, tendant ma main. Camille a pris ma main, l'a serrée. Me pardonner prendra du temps, dit-elle. Mais je t'aime. Je t'aime toujours. Tu es ma mère, ma vraie mère. C'est toi qui m'as élevée, qui t'es occupée de moi. Isabelle m'a donné naissance, mais c'est toi qui m'as élevée. Et je connais sa valeur. Cette nuit-là, nous avons beaucoup pleuré. Toutes les deux ensemble. 30 ans de douleur, de culpabilité, de peur, tout a coulé de nos yeux. Et finalement, vers le matin, nous nous sommes sentis fatigués mais plus légères. Quelque chose avait changé. La vérité était là maintenant, le linge sale était lavé. Maintenant c'était le moment de reconstruire. La première étape a été la rencontre avec Philippe. Camille a fixé un rendez-vous une semaine plus tard, dans un café, un endroit neutre. « Viens avec moi », m'a-t-elle dit. Mais reste silencieuse, juste observe. C'est moi qui mènerai la conversation. D'accord, ai-je dit. Ce dimanche après-midi, au centre de Lyon, dans un petit café, nous nous sommes retrouvés. Philippe attendait, il avait l'air excité. Camille est arrivée, s'est assise en face de lui. Je me suis assise un peu plus loin, à une autre table. J'ai observé. La première demi-heure était tendue. Philippe a parlé, a fait des explications. Camille echoed, silencieusement. Elle a posé des questions. Pourquoi Nice? Pourquoi tu n'as jamais appelé? Monique, c'est pour moi. Ai-je des demi-frères et sœurs? Philippe a répondu, honnêtement. Oui, tu as 2 demi-frères et sœurs. Simon et Hélène. Ils ne connaissent pas ton existence. Monique le sait, mais nous ne leur avons pas dit. Pourquoi? Dit Camille. Par honte, dit Philippe. Parce qu'accepter ma propre fille que j'ai abandonnée était difficile. Mais maintenant je vais le dire. Je veux le dire. Si tu permets, je veux te présenter. Camille réfléchit. Peut-être, dit-elle. Mais d'abord toi et moi. D'abord apprenons à nous connaître. Ensuite peut-être les autres. Philippe a souri, ses yeux se sont remplis de larmes. Merci, dit-il. Merci de me donner une chance. Les semaines ont passé. Philippe venait à Lyon, chaque week-end. Les samedis après-midi, il retrouvait Camille. Café, promenade, conversation. Petit à petit, ils apprenaient à se connaître. Camille me racontait, c'est étrange, disait-elle. Je parle à un étranger, mais en même temps c'est familier. Mes yeux ressemblent aux siens. Mes gestes ressemblent. La génétique est une chose bizarre. En janvier 2025, Camille a décidé. Je vais présenter Philippe à Léa, dit-elle. Mais pas comme grand-père. D'abord comme ami. Je dirai, voici Philippe, le père de maman. Léa comprendra ou pas, je ne sais pas, mais je veux essayer. Quand ce jour est arrivé, un samedi après-midi, nous étions tous au parc. Léa se balançait sur la balançoire, Camille était à côté d'elle, je m'asseyais sur un banc. Philippe est arrivé, a marché lentement. Camille a appelé Léa. Ma chérie, viens ici, je vais te présenter quelqu'un. Léa accourut. Philippe s'est agenouillé, au niveau des yeux de Léa. Bonjour Léa, dit-il, sa voix tremblait. Je m'appelle Philippe. Bonjour, dit Léa, timide mais curieuse. Qui es-tu? Je suis. Dit Philippe, il a regardé Camille. Camille a hoché la tête, continua-t-elle dit silencieusement. Je suis le père de ta maman, dit Philippe. Je suis ton grand-père en quelque sorte. Léa a cligné des yeux. Mais mon grand-père est mort, dit-elle. Mamie a dit qu'il est allé au paradis. Camille s'est penchée, a tenu les épaules de Léa. Ma chérie, tu te souviens, je t'ai raconté. Parfois les adultes font des erreurs. Moi aussi, mamie aussi, nous avons fait une erreur. En fait, grand-père n'est pas mort. Il était vivant, mais il était loin. Maintenant il est venu, il veut te connaître. Léa a réfléchi, ses petits sourcils se sont froncés. Pourquoi il était loin? Parce que... Dit Camille, elle a hésité. Parce que des choses compliquées se sont passées. Quand tu seras grande, tu comprendras mieux. Mais maintenant il est là, il veut te connaître. Léa a regardé Philippe. Tu m'as apporté un cadeau? Dit-elle. Philippe a ri, a pleuré en même temps. Non, je suis désolée, je n'y ai pas pensé. Mais la prochaine fois, j'en apporterai. Qu'est-ce que tu veux? Une poupée, dit Léa. Une poupée avec une robe rose. D'accord, dit Philippe. Je te le promets. Ce jour-là, ils ne sont restés que 30 minutes au parc.
Léa est retournée à la balançoire, Philippe l'a regardée. Ses yeux ne se sont jamais détachés de sa petite fille. Puis en partant, il a serré Camille dans ses bras. Merci, dit-il. Ça représente tout pour moi. Les mois ont passé. Philippe venait chaque semaine. Léa s'habituait à lui, a commencé à dire grand-père Philippe. Parfois il jouait, parfois il dessinait, parfois Philippe lui lisait juste des histoires. Et petit à petit, un lien se formait. En avril, Philippe est venu avec une proposition. Monique veut te rencontrer, dit-il à Camille. Et Simon et Hélène aussi. Je leur ai raconté, je leur ai parlé de toi. Ils ont été choqués au début, mais ensuite, ils ont accepté. Ils veulent te voir comme leur sœur. Camille hesite. Je ne sais pas, dit-elle. Suis-je prête? Je ne force pas, dit Philippe. Mais pense-y. Il y a une famille, ta famille. Il y a un lien du sang. Camille m'a demandé, qu'en penses-tu, mamie? Je pense que, ai-je dit, tu prendras ta propre décision. Mais si tu y vas, je viendrai avec toi. Ou si tu n'y vas pas, c'est bien aussi. C'est ta vie, ton choix. En mai, Camille a décidé. J'irai, dit-elle. Mais mamie viendra aussi. Parce qu'elle est ma vraie famille. Philippe et les autres, je vais les connaître, mais toi tu es ma mère. Mes yeux se sont remplis de larmes. Je viendrai avec toi, ma chérie, ai-je dit. Nous sommes allés à Nice, un week-end. C'était la maison de Philippe, au bord de la mer, une belle villa. Monique nous a accueillis à la porte, c'était une femme gentille, fin quarantaine, souriante. Bienvenue, dit-elle. Philippe m'a beaucoup parlé de vous. Nous sommes entrés. Simon et Hélène étaient assis dans le salon, jeunes, la trentaine, ils avaient l'air excités. Camille, dit Hélène, elle s'est levée. Mon Dieu, tu ressembles tellement à Philippe. Elle s'est approchée, a hésité puis a serré dans ses bras. Ma grande sœur, dit-elle. Une grande sœur que je n'ai jamais connue. Simon a aussi serré dans ses bras. Nous ne savons pas ce qui s'est passé dans le passé, dit-il. Mais maintenant tu es là. Et c'est important. Ce week-end était étrange mais beau. Nous avons mangé, parlé, raconté le passé. Monique a raconté comment elle avait rencontré Philippe, Simon et Hélène ont raconté leur enfance. Camille a raconté sa vie à Lyon, Léa, moi, tout. Et petit à petit, quelque chose se formait. Un sentiment de famille. Incomplet, brisé, mas essaiem de se reparer. En revenant, dans le train, Camille a tenu ma main. Mamie, je sais qu'eux aussi sont ma famille. Mais toi tu es ma vraie mère. Rien ne changera ça. Je sais ma chérie, ai-je dit. Et je serai toujours à tes côtés. En juillet 2025, nous avons pris une grande décision. Réunion de famille, à Lyon, chez nous. Philippe, Monique, Simon, Hélène, Camille, Léa, moi. 7 personnes. Une famille brisée, mais essayant de se réunir. Nous avons mangé dans le jardin, Léa a joué avec son oncle et sa tante, Philippe est venu me voir. Madame Rousseau, dit-il. Je veux vous remercier. Pourquoi? Ai-je dit, surprise. Parce que vous avez élevé Camille. Vous en avez fait une femme forte, bonne, gentille. Vous avez fait ce que je n'ai pas pu faire. Et pour ça, je suis reconnaissant. Je me suis tue. Puis, Philippe, vous avez abandonné Camille. Vous avez fait une mauvaise chose. Mais maintenant vous êtes là, vous essayez de réparer. Et ça veut dire quelque chose. Les gens font des erreurs. Ce qui compte, c'est d'accepter et de corriger. Ses yeux se sont remplis de larmes. J'ai fait une erreur, dit-il. Une grande erreur. Mais Camille m'a donné une chance. Vous m'avez donné une chance. Et je ne l'oublierai jamais. Cet été a été mon plus bel été. Léa a grandi, elle a eu 6 ans, elle a commencé l'école. Camille a continué à guérir, elle a vu un thérapeute, elle s'est acceptée. Maintenant j'ai compris, dit-elle un jour. Ma peur de l'abandon venait de Philippe. Mais maintenant je sais. Il m'a abandonnée, mais ce n'était pas ma faute. Et Julien m'a aussi abandonnée, mais ce n'était toujours pas ma faute. Certaines personnes sont faibles, elles fuient. Mais moi je suis forte. Comme ma mère Isabelle, comme mamie. Je suis forte. En septembre, nous sommes allés à la tombe d'Isabelle. Camille, Léa, moi. Et cette fois, Philippe est aussi venu. Pour la première fois, il s'est tenu devant la tombe d'Isabelle. Il a mis des fleurs, s'est agenouillé. Isabelle, dit-il, doucement. Je suis désolé. Désolé pour tout. Je t'ai blessé,
j'ai blessé Camille. Mais je te jure, maintenant je vais réparer. Je vais m'occuper de notre fille, je vais m'occuper de notre petite fille. Je ne peux pas te remplacer, mais je ferai tout mon possible. Camille pleurait, je pleurais, nous pleurions tous. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur. C'étaient des larmes de soulagement. Parce que finalement, après 30 ans, la vérité était là. Le mensonge était fini. Et maintenant, la guérison commençait. Aujourd'hui, décembre 2024, un an s'est écoulé depuis que nous avons ouvert la valise. Un an depuis que nous avons appris la vérité. Camille me parle, même si ce n'est pas comme avant, notre relation guérit. Je t'ai pardonné, mamie, a-t-elle dit la semaine dernière. Parce que j'ai compris. Tu as mal agi, mais tu l'as fait par amour. Et moi aussi, en tant que mère, je sais que parfois on prend de mauvaises décisions pour protéger son enfant. Philippe vient toujours à Lyon, une fois par semaine. Léa l'aime, elle l'appelle maintenant grand-père. Et moi, je suis maintenant en paix. Plus de secrets, plus de mensonges. Seulement la vérité. La vérité douloureuse, mais la vérité libératrice. Je sais, certains d'entre vous vont demander, Madeleine, regrettez-vous? Aimeriez-vous avoir dit la vérité il y a 30 ans? Ma réponse est, oui, je regrette d'avoir menti. Mais à l'époque, je ne savais pas quoi faire. Je voulais protéger Camille. J'ai pris une mauvaise décision, mais avec une bonne intention. Si j'étais dans la même situation aujourd'hui, que ferais-je? Je dirais la vérité. Peut-être pas immédiatement, peut-être pas à 4 ans, mais à 10 ans, à 15 ans, je le dirais. Parce que les mensonges grandissent, prennent racine, deviennent incontrôlables. Et à la fin, ils explosent toujours. À vous qui me regardez, je veux dire quelque chose. Si vous aussi vous avez une vérité à cacher, si vous aussi vous avez quelque chose que vous n'avez pas dit à votre famille, réfléchissez. Est-ce vraiment de la protection, ou est-ce de la fuite? Le cachez-vous vraiment pour eux, ou pour vous-même? Je me suis cachée pendant 30 ans. Et à la fin, la vérité est sortie. Est-ce que ça a fait mal? Oui. Mais est-ce que ça a aussi libéré? Oui. Maintenant je peux dormir la nuit. Maintenant je peux me regarder dans le miroir. Maintenant je peux regarder Camille dans les yeux. Je m'adresse aux femmes, vous êtes fortes. Vous pouvez faire des erreurs, prendre de mauvaises décisions. Mais vous pouvez les accepter, vous excuser, les corriger. Je l'ai fait. À 68 ans, je suis une vieille femme, mais je l'ai fait. Je me suis excusée auprès de Camille, j'ai dit la vérité, j'ai accepté les conséquences. Et aujourd'hui, notre relation est plus forte. Parce qu'elle n'est plus construite sur des mensonges, mais sur la vérité. Je m'adresse aux mères, aux grands-mères, aux tantes, protégez vos enfants, oui. Mais pas avec des mensonges. Protégez-les avec la vérité. Renforcez-les, pour qu'ils puissent supporter la vérité. Parce que les mensonges affaiblissent, la vérité renforce. Et si vous aussi, comme moi, vous portez un secret depuis 30 ans, dites-le. Il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Je l'ai dit à 67 ans, vous pouvez le dire aussi. N'ayez pas peur. Oui, ça fera mal. Oui, il y aura de la colère. Mais à la fin, il y aura la paix. Il y aura la liberté. Leah Grandit. Maintenant elle a 6 ans, elle aime l'école, elle aime la danse. Elle a maintenant 2 grands-pères, Robert, décédé mais vivant dans nos cœurs, et Philippe, vivant mais trouvant lentement sa place dans la famille. Elle a 2 grands-mères, moi, mamie, la vraie grand-mère, et Monique, la femme de Philippe, la nouvelle famille. C'est compliqué? Oui. Mais c'est vrai. Et la vérité est toujours belle, même quand elle est compliquée. Mon histoire se termine ici. Mais ma vie ne se termine pas. Je vis encore, je respire, j'aime. J'aime Camille, j'aime Léa, j'apprends même à pardonner à Philippe. Parce que le pardon est une force. Le pardon est la liberté. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a appris quelque chose, partagez-la s'il vous plaît. Que d'autres femmes la voient, que d'autres familles la voient. Le prix du mensonge est lourd, la valeur de la vérité est grande. Nous pouvons faire des erreurs, mais nous pouvons les corriger. Il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Levez votre petit doigt, aimez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Histoire Grand-mère parce que je vais raconter plus d'histoires. Des histoires vraies, des histoires de femmes fortes. Écrivez-moi dans les commentaires, avez-vous aussi une vérité cachée? Avez-vous osé la dire? Ou attendez-vous encore? Léa m'a demandé l'autre jour, Mamie, pourquoi tu pleures? De bonheur ma chérie, ai-je dit. Parce qu'il n'y a plus de secrets maintenant. Les secrets sont mauvais? Dit-elle. Oui ma chérie, ai-je dit. Les secrets sont très mauvais. Mais la vérité est belle. Dis toujours la vérité,
D'accord. D'accord, mamie, dit-elle, elle m'a serré dans ses bras. Voilà. À 68 ans, j'ai appris, la vérité fait mal mais guérit. Le mensonge protège mais empoisonne. Et la famille, la vraie famille, ne se construit pas sur des mensonges, mais sur l'amour, l'acceptation et le pardon. Je vous souhaite aussi cela. Le courage de dire la vérité, la force d'accepter vos erreurs, la liberté de pardonner. Nous faisons tous des erreurs. Mais nous pouvons tous les corriger aussi. Que Dieu vous protège tous. Restez forte, restez honnête, restez pleine d'amour. Et ne construisez jamais, jamais votre vie sur un mensonge. Tôt ou tard, il s'effondrera. Construisez sur la vérité. Elle tient solidement. Merci d'avoir écouté mon histoire. Merci d'être arrivé jusqu'ici. J'espère que cela vous a donné de la force, du courage. Partagez, commentez, abonnez-vous. Et n'oubliez pas, vous aussi vous êtes forte. Vous aussi vous pouvez. Vous pouvez dire la vérité, corriger vos erreurs, reconstruire votre vie. Je suis Madeleine Rousseau. 68 ans. De Lyon. Et voici mon histoire. Vraie, douloureuse, mais libératrice. Et la vôtre, quelle est-elle? Êtes-vous prêt à la raconter? Merci de m'avoir regardé. À bientôt sur Histoire Grand-mère. Prenez soin de vous.